Lors du Festival des migrations de Luxembourg, nous avons décidé d'accueillir M. Hamzat Boukari, historien panafricain. Nous avons échangé avec lui sur les problématiques de construction de réseaux interassociatifs et entrepreneuriaux au sein des diasporas africaines ici en Europe. J'espère que vous aurez plaisir à écouter cet échange car beaucoup de questions ont été posées et beaucoup de réponses ont été apportées. Bonjour Hamza. Pour commencer, le constat que j'ai envie de faire, c'est qu'aujourd'hui, on a une diaspora qui est très diversifiée, avec une communauté anglophone, une communauté francophone, une communauté lusophone. Et le grand défi, c'est vraiment comment créer de l'unité au travers de toutes ces communautés. Qu'en penses-tu ? Historiquement, ce qui amène la diversité à se rencontrer, c'est très simple, c'est des choses qui sont dans ce festival, c'est la gastronomie. Donc je pense que la gastronomie, c'est vraiment un outil qu'il ne faut pas sous-estimer. Le fait que chaque communauté puisse présenter son alimentation, sa nourriture, parce que c'est ça qui fait en fait notre identité. On est ce qu'on mange, et donc le fait de mettre vraiment la notion de repas au milieu, de convivialité, ça permet, je pense, déjà de faire tomber des barrières d'hostilité qu'il peut y avoir entre nous. Et d'ailleurs, c'est souvent par la gastronomie qu'on va s'intégrer ou qu'on va s'identifier en diaspora. Voilà, donc d'un point de vue historique, je pense que c'est très important cet élément-là. L'autre élément, c'est effectivement la question des médias, c'est-à-dire la capacité à avoir des informations de la diaspora qui puissent être collectées, qui puissent être partagées. Et donc ça, je pense que c'est peut-être l'un des grands enjeux aujourd'hui. Effectivement, tu évoques la question de la langue, mais on est par exemple ici en Europe, dans un continent où il y a énormément de langues, il y a plein de langues différentes, et pourtant eux y arrivent parce qu'ils ont une architecture, une infrastructure qui leur permet de faire des différences linguistiques, des éléments de force. Donc je pense qu'on peut aussi prendre exemple sur cette situation-là. Un autre élément qui me semble aussi important, c'est la question de la valorisation des langues d'origine, puisque l'un des enjeux qui se pose aujourd'hui, c'est quand même la transmission de génération en génération et le fait qu'on perd les langues d'origine. Et d'une certaine manière, dans quelle mesure est-on encore représentatif d'une diaspora quand on a perdu les éléments culturels aussi forts que la langue du pays d'origine. Donc ça aussi, ça nécessite des réflexions. Je fais par exemple le parallèle, puisque c'est un peu l'actualité avec la France, où par exemple ils ont ouvert une école ukrainienne, parce que justement il y a plusieurs générations d'enfants ukrainiens qui sont arrivés, et les parents ukrainiens craignent que leurs enfants perdent la langue ukrainienne, et donc ont décidé de mettre en place une école où ils apprennent l'ukrainien à leurs enfants, parce qu'ils se disent ils maintiennent l'ukrainien pour les plus petits, parce que les plus petits qui arrivent à l'école, ils rentrent dans le système français, donc ils vont perdre la langue. Et en même temps, il y a toutes ces questions-là qui sont des questions à la fois intergénérationnelles, transcommunautaires, sur lesquelles il faudrait qu'on puisse, y réfléchir, sachant qu'on appartient, en tant qu'Africain ou Afrodescendant, à des communautés dont la situation de diaspora est quand même soumise à des fortes pressions d'assimilation. C'est-à-dire qu'on est considéré comme moins occidentalisés, par exemple, que des Ukrainiens. Voilà, d'où les discours, les Ukrainiens, ils sont comme nous, c'est pas comme les Africains, ils ont des voitures comme nous, etc. Aujourd'hui, nous avons une diaspora dans laquelle se côtoient des réfugiés, des Afropéens, des migrants, des intégrés, des identités complètement multiples. Comment fait-on pour créer une cohésion et des réseaux avec toutes ces disparités ? En fait, oui, il y a des disparités administratives, historiques, contingentes et contextuelles. On n'est pas tous arrivés ici dans les mêmes conditions, dans les mêmes objectifs ou dans les mêmes volontés. Donc du coup, il faut évidemment arriver à égaliser tout ça. Et puis surtout, on n'est pas forcément en même situation de solidarité selon la situation dans laquelle on se trouve. C'est-à-dire que pour moi, il y a des strates de solidarité, il y a des groupes à l'intérieur de la communauté. En tout cas, il y a des groupes qui
dont l'intégration dans le contexte de diaspora est peut-être plus urgent ou plus important à aborder. Et je crois que c'est ça en fait qu'il faudrait arriver à identifier, ou notamment au niveau de notre tissu associatif, parce que c'est quand même l'un des enjeux, comment justement faire de nos associations, de nos réseaux, des espaces de renforcement. Et donc c'est comment on pense l'inclusion de ceux qui sont marginalisés, défavorisés, précarisés, dans un contexte européen qui n'est pas évident, qui ne va pas du tout dans la promotion justement de ce type de solidarité, et en même temps en lien avec un potentiel que représentent les migrants, les personnes en difficulté, en précarité. Donc pour moi, c'est quelque chose qui nécessite de créer des espaces, de repenser la question des diasporas dans les politiques publiques. Et je pense qu'il y a aussi une nécessité de regarder dans le passé, dans l'histoire, quelles sont les expériences sur lesquelles on peut s'appuyer. Dizaine, quinzaine d'années, j'ai beaucoup travaillé dans mes études en Angleterre, je travaillais sur des personnages anglophones. Et vers 2008-2009, j'ai beaucoup travaillé parce qu'au niveau de la communauté britannique, afro-britannique, il se posait par exemple la problématique de l'adoption transraciale, le fait qu'il y ait beaucoup d'enfants noirs adoptés en fait par des parents non noirs. Et en fait, pour eux, ça renvoyait plus à l'échec d'une génération de parents qui n'a pas su jouer ce rôle et qui était un peu le maillon faible dans une structuration intergénérationnelle. Donc, je pense qu'il y a un travail intergénérationnel qui est important à faire parce qu'effectivement, on n'est pas tous dans les mêmes situations, on n'est pas tous dans les mêmes tranches d'âge. C'est pas la même chose d'être un retraité afrodescendant que d'être un actif afrodescendant, que d'être un chômeur afrodescendant, que d'être un migrant sans papier afrodescendant. Et donc du coup, il y a une dimension, je pense, de classe sociale, de situation sociale qu'il faut vraiment intégrer et pour laquelle il faudrait aussi penser peut-être des fascicules, des guides, des éléments de facilitation pour répondre aux questions les plus basiques. Je crois qu'il y a un besoin de penser des procédures pour, je dirais, être plus efficace justement sur la résolution de ces difficultés. On constate aujourd'hui une vraie disparité dans le tissu associatif africain ici en Europe, avec des associations et des organisations qui vont être vraiment tournées vers l'Afrique, parfois vers des pays spécifiquement ou des villages. D'autres associations qui vont être orientées plutôt sur les problématiques que nous rencontrons ici en tant que Noirs en Europe. Et en même temps, on sent bien qu'il y a un besoin de liaison entre toutes ces associations. Et la difficulté est quand même culturelle, il me semble. Donc, qu'en pensez-vous? Comment vous voyez ça, Hamza? La question est assez complexe parce qu'il y a plusieurs niveaux. J'en parlais avec quelques-uns dans les stands tout à l'heure. Bon, il y a le rapport qu'on a ou pas avec nos ambassades et nos pays d'origine. Il y a la manière dont on veut ou pas réellement s'intégrer, alors soit dans la communauté d'origine, soit dans la communauté d'accueil, soit ni dans l'un ni dans l'autre, soit dans les deux. Et ça renvoie plus à des trajectoires, je dirais, individuelles, parce qu'on n'est pas nécessairement des communautés d'obligation. Je pense que peut-être par rapport à d'autres communautés que je connais un peu dans le contexte français, comme les Kurdes ou les Tamouls, par exemple, il y a peut-être plus d'approches communautaires en lien avec des organisations militantes, politiques, actives, et pressante que dans notre situation. Donc ça renvoie, je pense, à tout un maillage social qui est beaucoup plus lâche vis-à-vis de nous et qui est aussi en partie le reflet je ne sais pas si c'est le cas au Luxembourg, mais en tout cas c'est le cas en France, de notre situation sociale dans des États dont on n'est pas originaire, où on est souvent les premiers concernés par des types de politiques publiques, notamment du point de vue des politiques sociales. Et on a du mal parfois à mobiliser sur nos questions l'ensemble de la société dans laquelle on se trouve parce que nos questions sont vues comme secondaires. Si je prends le cas de la France par exemple, il y a eu beaucoup de mobilisation sur les retraites. Après les retraites, c'est la loi sur l'immigration et on sait qu'il n'y aura quasiment aucune mobilisation sur cette loi-là alors qu'elle touche en réalité les plus précaires parce qu'il y a tout un mécanisme qui fait que même les Africains en situation régulière se voient mettre des difficultés dans le renouvellement de leurs papiers, ce qui en fait dans leur précarisation croissante dans des sociétés, dans des États où
on est relégué, je dirais, au plus bas de l'échelle, dans un contexte où on a une jeunesse qui est de plus en plus diplômée, qui est de plus en plus présente dans les universités, dans les grandes écoles, et qui donc réclame de plus en plus des postes à responsabilité ou à haute valeur ajoutée. D'où le fait qu'apparaît justement cette question du bac pro africain d'une nouvelle génération, qui est des enfants de ceux qui sont généralement venus les premiers, qui n'a pas connu l'Afrique, qui n'est pas né en Afrique, et donc qui n'a connu l'Afrique que dans le cadre justement des diasporas, de nos réseaux, de nos organisations, et qui justement se projette. Et donc là aussi, il y a peut-être un travail à faire, parce que dans toutes ces difficultés-là, je pense qu'il ne faut pas qu'on oublie la plus grande force, et la plus grande force qu'on a, c'est quand même le continent africain. Ça, c'est vraiment essentiel. On a le continent le plus riche, même si ce n'est pas évident, le plus grand, le plus vaste, le plus entre guillemets à développer. C'est-à-dire que c'est là où il y a vraiment toute une marge, un potentiel. Je dirais même pas à développer, à créer, parce que c'est là où il y a des espaces qui sont encore en friche. Donc c'est vraiment à nous d'être aussi force de proposition et de se dire que le mieux on est organisé en diaspora, le mieux on sera en capacité d'agir. Et en même temps, le plus le continent africain sera agressé ou tentera de se défendre ou de résister à des formes d'agression, le plus il est possible que les diasporas dans les pays anciennement puissance coloniale fassent l'objet justement de répression, de persécution, de lois qui visent justement à réduire leur capacité d'action ou d'investissement vis-à-vis du continent africain. Donc pour moi, il y a vraiment un espace qui est à travailler et qui renvoie en fait aux choix individuels de tout un chacun, parce qu'on ne peut pas forcer, contraindre. Donc ça renvoie vraiment au choix individuel, à la manière dont, en tant qu'individu, on va décider de s'engager, d'adhérer à une association, de défendre les valeurs ou les idéaux de cette association. Et là aussi, ça renvoie aussi à la manière dont nos associations, nos organisations en diaspora développent une viabilité et une crédibilité et une visibilité, donc viabilité, crédibilité, visibilité. Donc qui dit viabilité dit capacité à se renouveler, donc avoir des différentes générations à l'intérieur de nos réseaux, de nos organisations, de nos associations, ou le fait d'avoir effectivement un niveau actif, donc des actifs, des gens qui travaillent, des cadres, etc., un niveau étudiant, donc intégrer ceux qui arrivent derrière, et puis penser effectivement la paix des retraités du troisième âge, qui est importante, et ensuite crédibilité, c'est justement la manière dont on peut se faire respecter par d'autres acteurs, notamment sociaux, politiques ou économiques du pays dans lequel on se trouve. Donc là aussi, ça renvoie à la notion de réseau au-delà du réseau de la communauté, et visibilité. C'est la question, je dirais, alors pas forcément des médias ou des réseaux sociaux, mais je dirais plutôt la manière dont on arrive à avoir de l'influence. Je pense qu'aujourd'hui, ceux qui ont le plus d'influence ne sont pas forcément les plus visibles, et c'est important aussi d'identifier les leviers décisionnels, exécutifs, qui permettent d'avoir du pouvoir en tant que diaspora. Je suis complètement d'accord avec vous. Nous avons aujourd'hui une diaspora qui est dynamique, qui est diplômée, qui construit son tissu d'entrepreneurs et qui pourtant a besoin d'un écosystème un petit peu sécure pour pouvoir se développer. On avance comment ensemble? Moi, ce que j'ai envie de dire par rapport aussi aux jeunes et aux moins jeunes, c'est qu'aujourd'hui, on est dans une situation où en Europe, de mon point de vue, on est la première génération, en réalité, comme je dis souvent, qui est entre guillemets bankable. C'est-à-dire qu'on est la première génération de noirs européens en mesure de faire ses propres choix au niveau entrepreneurial, ses propres choix au niveau, je dirais également, de carrière. Et ce n'était pas forcément le cas des générations précédentes. Oui, je suis tout à fait d'accord, parce que moi je suis du début des années 80, donc ceux qui sont arrivés, on va dire, au tournant des années 60, c'était souvent des travailleurs. En fait, il y a un basculement, c'est-à-dire que avant les indépendances, on avait des étudiants, des élites qui venaient se former en Occident, puis on avait aussi quelques travailleurs du prolétariat
notamment principalement dans les villes portuaires européennes. Avec les indépendances, les choses changent puisque les élites africaines qui sont ici sont censées rentrer en Afrique pour prendre le contrôle des États africains. Et donc là, il y a une scission entre des élites qui vont assumer le pouvoir politique et d'autres qui vont rester en dissidence ici, d'où l'apparition en fait d'une élite intellectuelle, diasporique, africaine qui va se développer ici, en lien donc avec la situation politique dans nos pays d'origine. Et en même temps, le volet des travailleurs africains se développe très largement jusqu'aux années 70-80, où là apparaît donc la deuxième génération qui va se retrouver aussi confrontée. Alors là aussi, je prends plutôt le cas de la France et de la Belgique, mais j'imagine que c'est un peu pareil au Luxembourg, au fait qu'on avait des lois, notamment au niveau du Code du travail, qui ne permettaient pas tellement aux non-résidents, enfin aux non-originaires, aux non-citoyens, enfin aux étrangers pour faire simple, d'avoir des facilités entrepreneuriales. Donc ces facilités entrepreneuriales, elles sont plutôt apparues dans les années 2000-2010, alors dans un cadre évidemment de mondialisation, de néolibéralisation, d'ubérisation aujourd'hui, qui fait que l'entrepreneuriat s'est vendu un peu comme étant la panacée vis-à-vis d'une jeunesse qui là aussi est double, donc à la fois celle qui a réellement les moyens en termes de formation de se lancer dans l'entrepreneuriat, et en même temps une qui est un peu marginalisée, dont on lui dit que sa seule solution c'est de s'en sortir par elle-même. Et cette jeunesse qui est ici, elle a en miroir une jeunesse sur le continent, dont une petite partie effectivement quitte le continent, prenant le bateau, la mer, etc. Parce qu'on lui fait comprendre que l'État, nos États sont dans l'incapacité de leur donner en fait un avenir, des emplois, des formations, etc. Donc pour moi, on est vraiment dans une réflexion effectivement sur quel type d'entrepreneuriat on veut mettre en avant, quels sont réellement les moyens qu'on se donne pour avoir un entrepreneuriat panafricain de qualité, parce qu'on est peut-être l'une des communautés en tout cas africaines dans laquelle en pourcentage il y a peut-être le plus grand nombre de gens qui se définissent comme entrepreneurs, mais on ne sait pas forcément toujours qu'est-ce qu'ils font. Donc comment justement penser au-delà peut-être de la notion justement d'entrepreneuriat, des notions justement de coopérative. Donc c'est tout ce qui renvoie aux incubateurs, comment mettre en place des économies d'échelle sur des personnes qui sont à peu près dans le même domaine, mais de manière un peu individuelle et segmentée, et comment créer en fait un écosystème. Je crois que c'est plutôt ça la question de l'écosystème, avec des logiques très particulières qui sont quand même liées à un système économique qui est quand même fondé sur la compétition et la concurrence. Donc comment gérer la compétition et la concurrence entre nous, en sachant que parfois on se bat vis-à-vis d'un système dont on n'a pas accès au gâteau. Et c'est ce combat-là qui parfois va susciter des jalousies dans la communauté, des gens. Enfin, c'est quelque chose, je pense, qui est important à gérer, comment on sort par le haut et comment en fait on s'ouvre davantage d'opportunités plutôt qu'on ne s'enferme au fur et à mesure que l'on a des individualités qui montent très haut. Et c'est un peu ça, je pense, la réflexion qui a mené aujourd'hui, parce que on aura de plus en plus d'afro-descendants qui vont monter dans les sociétés européennes, mais ça ne veut pas forcément dire que la situation de la majorité va réellement s'améliorer ou en bénéficier. Donc du coup, je pense que la question du réseau, elle se situe un peu à ce niveau, comment on rend réellement redevable ceux de nos communautés qui arrivent à monter très haut. Alors nous, dans nos milieux, c'est toujours la même question. Alors on a des footballeurs qui sont milliardaires, pourquoi ils n'investissent pas dans la communauté, etc. Bon, mais parce qu'en fait, ils n'ont pas été, entre guillemets, c'est pas des produits de la communauté. Ils appartiennent à d'autres milieux, et voilà, donc comment on repense aussi la réussite, les modèles de réussite, les principes de redevabilité, voilà, tout en sachant qu'il y a aussi des footballeurs qui réussissent ici et qui vont investir dans leur pays d'origine. Donc c'est un peu, oui, comment on repense tout ça, et comment également on fait en sorte que, effectivement, comme tu dis, cette première génération qui est bankable ne se casse pas la figure, parce que je pense qu'effectivement notre réussite ou notre échec déterminera beaucoup de choses dans la suite des aventures aujourd'hui. Oui, moi aussi je suis d'accord avec toi. En fait, mon questionnement par rapport à, comme tu dis, cette génération, cette première génération qui est bankable, en réalité le risque, si elle se casse la figure, c'est déjà
comment en fait, parce que souvent, quand on entend les politiques nous parler de bon, on compte sur les jeunes, hein, mais on a quand même une génération d'adultes qui aujourd'hui est bankable, et j'ai envie de leur dire, on compte sur vous pour montrer l'exemple aux jeunes, parce que clairement, si nous on a un lien avec nos pays et qu'on arrive à construire des réseaux et des maillages qui soient efficaces en termes de confiance, bah, les jeunes ils vont pouvoir s'inscrire dedans. Mais... Première question de notre public. Notre diaspora est-elle en recherche d'identité? Ok, je remercie Jean. Je disais donc que je remercie Hamza d'être avec nous aujourd'hui et pour cette belle conférence, belle table ronde. Et je remercie aussi Ubuntu d'organiser cela pour nous ici au Luxembourg. Et ce que je voulais ajouter ici, c'est que quand vous nous définissez comme diaspora, ça me pose un peu un problème. Je voudrais qu'on m'appelle africain de l'extérieur. Parce que diaspora, moi je pense toujours au terme juif, ce n'est pas notre terme. Et nous avons aussi déjà des termes désignés par l'Union africaine pour parler de la 6e région du continent. Pourquoi nous ne nous approprions pas de ça? Et ce que j'ai remarqué aussi chez les Africains de l'extérieur, comme je veux bien le dire, c'est que cette génération qui est venue d'Afrique et qui est venue chercher, et nous avons eu ici des enfants qui sont nés à l'extérieur et qui aiment l'Afrique plus que nous-mêmes. Mais le problème, juste, c'est que est-ce que l'Afrique les aime? Quand ils décident, parce qu'ils ont le rejet de la société qui les ont vus naître. C'est surtout dans les pays qui ont été colonisateurs. Je suis content d'être au Luxembourg parce que le Luxembourg n'a pas un passé colonial. Nous n'avons pas le même système qu'en France ou en Belgique. Et donc, il faudrait qu'on relève cela pour voir que ces enfants ont plus la notion africaine que ceux qui sont venus travailler. Mais quand ils vont en Afrique, vouloir construire l'Afrique, est-ce qu'on les accepte? Parce qu'on les voit toujours comme des étrangers. Et ça pose problème. Si bien qu'on devrait construire une autre Afrique dans notre région, c'est-à-dire la 6e région du continent africain. Ça, c'est ma pensée. Je ne sais pas ce que vous pensez là-dessus. Ce retour, c'est cette idée en fait que les Africains qui ne sont pas en Afrique ont une culture différente. C'était le problème avec les Nord-Américains pour le Libéria. C'est pas une histoire nouvelle de se découvrir africain hors de l'Afrique. C'est ça en fait. Le rapport entre nous les Africains qui sommes nés peut-être sur le continent ou en dehors du continent, je pense que le rapport qu'on peut avoir avec l'Afrique, c'est dire qu'on l'aime plus que les autres, ça dépend. Est-ce qu'on l'aime dans un esprit colonial? Est-ce qu'on l'aime dans un esprit, je dirais, ancestral? Tout dépend. Ce rapport est toujours personnel en réalité. Et je pense que c'est des questions qui se sont déjà posées par le passé. Non, mais je pense que tu as dit, en fait, le rapport, il est personnel. Il y a des personnes qui sont nées en Afrique, qui sont africaines, qui n'aiment pas du tout l'Afrique. Voilà. Il y a des Européens qui n'ont jamais été en Afrique, qui adorent l'Afrique. Je pense qu'on ne peut pas... Enfin, c'est assez compliqué parce qu'en fait, ça renvoie vraiment au choix personnel. On a aussi tous ceux qui sont nés, qui ont étudié en Afrique, qui viennent ici étudier en Europe, et certains y restent et d'autres rentrent. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de choses qui sont liées vraiment à des trajectoires individuelles et que c'est assez difficile de globaliser. Après, sur les termes, effectivement, le concept de la 6e région est apparu pour parler de la diaspora qui a été promue par l'Union africaine. Alors, ça faisait très longtemps que les militants panafricains, plus de 40 ans, réclamaient que la diaspora soit prise en compte, puisque la diaspora est vraiment vue comme une force motrice du continent africain. On est les premiers à investir, c'est nous qui envoyons le plus d'argent sur le continent, plus que la France, le Luxembourg, les États-Unis, etc. Mais on n'est pas forcément considéré parce qu'on n'est pas organisé. Donc là, il y a une 6e région qui existe, mais elle est très floue. Donc il y a eu il y a plusieurs réseaux. Il y a le Forum des Afro-descendants qui s'est ouvert récemment. Enfin, il y a une certaine compétition autour de ce qu'est exactement cette diaspora, qui sont ces Africains de l'extérieur. Est-ce que par Africains de l'extérieur, on renvoie aux ressortissants que nos pays d'origine mettent dans les ministères chargés des Maliens de l'extérieur, des Sénégalais de l'extérieur, etc.
est-ce qu'on se lie à la question de la nationalité, des binations, etc. Donc il y a énormément, je pense, de cas de figure différents. C'est pour ça que le contexte, le concept de diaspora, qui a quand même une profondeur historique, je pense qu'il est important à garder à l'esprit. Mais après, oui, je pense que chacun est aussi libre de se définir. Moi, je sais qu'avant le Covid, il y a beaucoup de jeunes qui m'invitaient pour des conférences, qui se disaient tous afropéens. Bon, là, j'ai l'impression que le terme est moins utilisé, mais en tout cas, ça renvoie en fait à des recherches identitaires, qu'on cherche à se définir. Peut-être que vous, par rapport à votre parcours, votre génération, votre expérience africaine de l'extérieur vous va davantage. Moi, je pense que chacun a le droit effectivement de se définir. D'autres vont dire, nous, on est noirs. Et c'est cette diversité, je pense, d'auto-identification qui est assez intéressante à mettre sur la table. Et c'est pour ça qu'il y a un concept qui s'appelle le panafricanisme, qui réunit un peu tout ça, et qui fait dialoguer justement les différentes identités, les différentes trajectoires, parce que dans cette salle-là, on a tous des trajectoires différentes. Donc on peut tous effectivement s'auto-définir différemment, et c'est ça qui est intéressant et qui fait, je pense, le creuset des migrations au final. Une question dans la salle. Sommes-nous en train de vivre un melting pot à l'américaine ? À savoir que les Africains de l'extérieur n'arrivent pas à former ou à créer des lobbies assez forts pour simplement pouvoir jouer du vrai poids économique, social ou que sais-je encore, au niveau des sociétés. Et ça me renvoie à cette idée et cette image de New York où on a des quartiers, on a Little Sénégal, on a Little Italie, oui, on a Little China, mais voilà, ce sont des communautés qui vivent toutes ensemble, mais qui ne communiquent pas vraiment ensemble. Donc c'est un grand melting pot, mais chacun est dans son quartier. Et aujourd'hui, on a le même phénomène. On est des étrangers de l'extérieur, mais on a les associations des Sénégalais, des Béninois, des Ivoiriens, et chacun va monter son réseau, mais il n'y a pas quelque chose de trans qui passe entre les différentes communautés. Je ne sais pas, qu'est-ce que vous en pensez ? Je pense qu'elle est en partie naturelle. Je pense que c'est aussi lié au principe de migration des îles. Quand on arrive quelque part, on est davantage pris en priorité par sa communauté. On recherche d'abord les siens. Voilà, moi je travaille un peu dans le domaine de l'asile et souvent quand on a des demandeurs qui arrivent, quand ils sont mis en couple et qui sont du même endroit, c'est parce qu'un tel a entendu une personne qui parlait sa langue dans les transports, il est parti lui parler, etc. Tout ça. Donc il y a quelque chose qui fait que l'on se rapproche instinctivement, naturellement, des personnes qui sont les plus proches de nous, surtout en situation d'isolement. Et après, je pense que dans ce que vous décrivez, Little Haïti, Little Sénégal, etc., c'est le fait que le principe de la confiance il est fondé sur l'économie et le business. Et donc on va davantage être dans l'économie et le business avec les gens entre guillemets, de notre communauté, de notre famille, des cousins, les cousins éloignés, etc., qu'avec des personnes avec lesquelles on n'a pas de lien entre guillemets familial et identitaire. Donc ça renvoie peut-être aussi à une sociologie des organisations, parce que la confiance, c'est l'économie, c'est la banque, c'est la monnaie, c'est où est-ce qu'on met notre argent, dans quoi on met notre argent, à qui on confie notre argent, à qui on confie les produits qu'on envoie au pays ou qu'on ramène du pays, ou de l'argent qu'on envoie au pays. Donc pour moi, de manière paradoxale, ce qui peut nous réunir, mais de manière un peu, paradoxale et problématique, ce sera par exemple les logiques de transfert de flux. Où là on va se retrouver, c'est l'idée peut-être d'avoir justement le contrôle sur l'argent de la diaspora, avoir notre propre contrôle sur notre propre argent à travers des institutions, parce que ce qui crée la confiance, c'est vraiment des institutions, et dans lesquelles tout le monde a confiance, donc tout le monde met ce qui est souvent vu comme le plus précieux, c'est-à-dire l'argent, même si ce n'est pas le plus précieux. Et après, le deuxième niveau, ce qui est réellement le plus précieux, c'est les enfants. Donc avoir effectivement des écoles ou des structures éducatives qui permettent aux enfants, donc les générations d'après, de se connaître les uns les autres, entre enfants sénégalais, camerounais, mozambicains, etc. Et de former une prochaine génération qui soit davantage en phase pour travailler entre elles. Au niveau continental, sur la question par exemple du swahili comme langue continentale, on le met en avant en disant que si demain c'est une langue continentale, un Mozambicain qui parle Makonde et portugais, avec un Sénégalais qui parle Wolof et français,
au lieu d'essayer de parler en anglais entre eux, qui est la langue du business, ils auront une langue africaine qui va les réunir. Donc c'est-à-dire que la question de la confiance passe vraiment par qu'est-ce qu'on a en termes de communauté, on va dire, sociale et identitaire, d'affinité, et après qu'est-ce qu'on a en termes de communauté d'intérêt. Donc pour moi, après, c'est peut-être aussi au niveau des pouvoirs publics africains ou des diplomaties africaines, peut-être de réunir ou de croiser justement des éléments porteurs de ces différentes communautés, de les mettre dans un vrai projet panafricain au niveau de la diaspora et de voir qu'est-ce que cela pourrait donner en termes de prospective. Alors, probablement nos gouvernements, nos ambassades ne sont pas forcément dans ces dynamiques-là parce qu'ils sont focus sur leurs propres ressortissants. Et donc c'est là que les organisations, les associations, le réseau doit être force de proposition, peut-être tenter à son échelle ce que nos États, nos ambassades ou les pouvoirs publics ne tentent pas, et voir comment à notre échelle ça peut marcher, puis ensuite tenter de le mettre à un niveau plus important. Donc voilà, après c'est aussi des questions aussi de festivités. Je me rappelle par exemple, il y a une dizaine d'années, j'étais dans un pays d'Afrique centrale où je discutais avec un enseignant qui disait qu'il avait aussi une problématique sur ces questions justement de lobbying, et il disait que c'est important vraiment de croiser les parcours, de croiser les expériences, de croiser les identités, d'apprendre aux gens à se connaître les uns les autres à l'intérieur de nos espaces. Et je pense que c'est peut-être de cette manière-là qu'on peut, comment dire, je ne vais pas dire être plus fort en termes de lobbying, mais en tout cas mieux s'identifier vers quoi on devrait aller. Merci beaucoup. Oui. Moi personnellement je suis panafricaniste, profondément panafricaniste dans le cœur, et je pense vraiment que c'est la solution à tous les problèmes que l'on vient d'avoir, donc à l'identification de la diaspora, comment on peut contribuer au développement de l'Afrique, à notre bien-être, nous tous, partout où nous sommes, donc clairement. Et donc j'étais contente d'entendre ce qu'Hamzat disait parce que ça me semble cohérent. Par contre, c'est vrai que dans un sens, c'est un peu une utopie quelquefois, je me dis. Parce que je me dis, la colonisation, l'esclavage, l'histoire du continent, et donc de nous tous, qui sommes tous plus ou moins issus de l'Afrique, enfin, on a coupé la colonne vertébrale de l'Afrique. Comme on disait par exemple, nos langues, enfin les langues, moi je suis métisse, mais la langue de mon père qui ne m'a pas transmise, évidemment. Donc j'arrive au Bénin, je ne comprends rien, mais voilà. Et, je comprends que Yovo, mais voilà, c'est tout. Et entre autres, tout ce qui s'est passé, je me dis, comment faire en fait pour créer ces institutions comme tu disais, pour avoir des personnes qui arrivent à être en politique avec cette tolérance, ce mouvement panafricain, panafricaniste qui est là. Comment faire exactement? Parce qu'on vient tous, il y a eu les diasporas, ceux qui ont été colonisés par les Portugais, par la France, par l'Angleterre. Donc les trajectoires ont toutes été différentes. Donc franchement, on peut le dire, même si on parle par exemple du Maghreb, on peut parler du panarabisme, mais bon, c'est aussi un peu un échec. On voit le Maroc, la Tunisie, l'Algérie, francophone, l'Égypte, qui eux sont plutôt anglophones. Il y a eu la Libye, enfin, il y a l'arabe, c'est clair, c'est bien, mais il y a encore des choses à faire parce qu'ils ne s'entendent pas, ils ne communiquent pas tous entre eux. Donc, par moment, je me dis, il y a quelque chose, est-ce que ça se fera sur des décennies? Est-ce qu'il faut vraiment axer sur l'éducation de nos jeunes, même de nos aînés? Parce que le panafricanisme, il y en a beaucoup qui ne savent pas qui est Sylvanus Olympio, ok Martin Luther King, mais bon voilà, ouais ok, Malcolm X c'était le musulman, Martin Luther King c'était le chrétien, ils ne savent pas trop la différence, or ça va au-delà de ça, on s'en fiche de tout ça en fait. Donc profondément à cette idéologie, et j'y adhère plus que tout, et je pense que c'est ça qui pourra sauver en fait les diasporas et la communauté africaine dans son sens large. Mais maintenant, vraiment, j'aimerais savoir comment créer ces ponts entre les communautés lusophones, francophones, anglophones, et quelles sont vraiment les institutions que l'on pourrait créer justement pour avoir cette diaspora unie dans toute cette identité. Voilà, et merci d'être là encore. Comme la plus ancienne institution
dans la diaspora francophone qu'on a, au départ était un réseau, c'est le réseau de présence africaine, la maison d'édition et la librairie. C'est les plus anciens, ils ont été créés ils ont un peu plus de 70 ans. Donc il n'y a rien de plus vieux que 70 ans en termes d'institutions africaines en Europe, c'est la plus ancienne. Voilà. Et eux, ils sont effectivement sur la production culturelle, intellectuelle, scientifique, parce qu'on ne cessera jamais de produire. J'ai évoqué également le cas des restaurants, la question de la gastronomie. Les plus anciens après présence africaine, c'est des restaurants africains. Donc, par l'élément culturel, on peut créer des institutions. Les institutions, elles sont également culturelles. La culture est productrice d'économie. Si on ne fait pas un travail, entre guillemets, en termes de révolution culturelle, les gens ne consommeront jamais vos produits économiques, parce qu'il faut qu'il y ait un travail culturel pour que l'économique marche. Donc, tous ceux qui se lancent dans de l'entrepreneuriat afro, sans cibler justement la dimension culturelle qui sous-tend cette économie-là, ça va échouer nécessairement. Donc il y a vraiment un travail à faire pour structurer le culturel et l'économique, et ça nécessite justement d'avoir déjà des réseaux, des organisations, des associations qui le font, d'avoir également des médias. Donc les médias sont des institutions, donc aujourd'hui avec les réseaux sociaux c'est un peu plus confus, mais il est quand même important qu'on travaille sur cette question d'avoir un vrai média panafricain ici en Europe, et je pense qu'on peut l'avoir. Parce qu'il y a quand même des dynamiques qui sont de plus en plus pressantes. Ensuite, il y a différents réseaux, il y a différentes géographies, il y a tout ce qui renvoie à ce qu'on appelle l'Atlantique noir, qui renvoie encore à une autre type de diaspora, c'est-à-dire les milieux afro-américains, afro-francophones, etc. En tout cas, il y a un terreau qui est là. Mais je pense que le travail à faire, c'est vraiment de renforcer les organisations, de solidifier les bases des organisations que nous avons, de les connecter davantage avec ce qui se passe sur le continent, et de ne pas voir trop gros. En fait, on considère que le panafricanisme est une utopie parce qu'on donne au panafricanisme des pouvoirs magiques. Or, c'est pas la solution. Le panafricanisme, c'est la condition. C'est pas la solution, c'est la condition. Si on n'a pas cette condition-là, on ne trouvera jamais de solution. Donc là, on est vraiment on construit la condition de la solution. C'est pour ça que la question panafricaine doit être présente dans nos organisations. Si elle n'est pas présente dans nos organisations ne pourront jamais apporter la solution aux problèmes qui se posent. Donc si vous voulez, là, au niveau de la question, on est vraiment sur comment on met en place les conditions pour trouver les solutions. C'est à ce niveau-là qu'on est aujourd'hui. Donc effectivement, on peut se dire qu'on n'y est pas, etc. Mais c'est parce qu'on est à ce niveau en termes de... Voilà. Mais on va y arriver parce que plus on avance, plus il y a de la qualité, plus il y a du nombre. Et, voilà. C'est très important ce qui a été fait pour les étudiants africains en Ukraine, ou les Africains en Ukraine de manière générale. Pour moi, c'est vraiment du panafricanisme. C'est-à-dire que sauver des vies africaines, sauver des vies noires en 2023, c'est vraiment important. Voilà, on aurait pu attendre à ce qu'il y ait plein d'Africains qui meurent en Ukraine, où ils n'avaient pas de raison de mourir. Et le fait vraiment de se mobiliser pour les sortir de là, pour moi, c'est vraiment du panafricanisme au XXIe siècle, c'est vraiment très important. Voilà, qu'il n'y ait pas eu... il y a des traumatismes, etc., mais on aurait pu craindre l'hécatombe dans le contexte de ce qu'on a vu il y a à peu près 1 an. Et donc je pense que c'est vraiment important de le rappeler aujourd'hui, les mobilisations d'un peu partout qui ont permis de les sortir de là. Nouvelle question du public, et si nous parlions de la muraille verte? Des projets et que nos institutions ou nos gouvernements ne font pas forcément de projets avec plusieurs pays. Moi, ça me fait tout de suite penser au projet qui s'appelle, alors vous allez peut-être m'aider, le mur de végétation qui se fait... Voilà, oui, le mur vert. Le mur vert, au niveau du sel. Et c'est un projet vraiment, je trouve, exceptionnel quand je le lis de loin comme ça. Mais les retours sont quand même assez mitigés. Ça prend énormément de temps. Et je voudrais savoir ce que vous en pensez. Peut-être que vous avez un regard plus proche sur ce projet-là. Mais en tout cas, c'est un projet qui réunit plusieurs pays et qui a un avenir pour tous.
C'est-à-dire que c'est vraiment des cadres, des chemins d'expérience, peut-être l'équivalent de ce qu'on appelle les VIE et les VIA qui existent au niveau européen, mais dans un cadre africain, panafricain. De la même manière qu'à un moment on disait que donc, le principe d'Erasmus, c'est ce qui a fait l'Europe. Au niveau également des pays africains, il est important qu'on ait davantage d'intégration par le bas, par la culture, par l'éducation et par des projets qui ne peuvent être que transnationaux. Donc la question de l'environnement, de l'écologie, elle est forcément transnationale. Si on repense ces enjeux de la terre, de l'alimentation, etc., il faut qu'on ait une autre approche, une autre focale. Après, dans quelle mesure ça peut amener des changements au niveau de la diaspora, je ne vois pas forcément. Mais je pense que d'une manière ou d'une autre, il y a des leviers à faire bouger, soit depuis l'extérieur, soit depuis l'intérieur. Et après, effectivement, ça pose la question de comment ceux qui sont à l'extérieur s'intègrent dans des choses qui sont pensées finalement sans eux. Et c'est une des questions sous-jacentes qui a été posée tout à l'heure, je pense en partie par M. Foucault, quand il dit l'Afrique ne les aime pas forcément, c'est-à-dire qu'il y a des priorités, il y a des logiques, il y a des enjeux différents qu'en diaspora on ne comprend pas forcément vis-à-vis du continent. Donc pour moi, il y a une réflexion à avoir sur comment on mobilise réellement le potentiel qu'on a dans la diaspora par rapport aux urgences du continent. Ça rejoint des vieilles tentatives où on disait qu'il fallait cibler les secteurs en Afrique dans lesquels on a vraiment besoin de ressources et de main-d'œuvre et prioriser la formation des étudiants africains en diaspora par rapport à ces questions-là et ensuite leur assurer un retour dans des États qui mettront en place des formes de fonctions publiques entre guillemets diasporiques où ils seront privilégiés. Et ça avait déjà été pensé au moment des indépendances sur le fait qu'il fallait comment dire, une révolution académique et universitaire pour permettre justement aux diasporas d'être un peu la variable d'ajustement des politiques de développement du continent africain. Donc ça, c'est quelque chose qui va nécessairement se poser dans les 2-3 décennies qui viennent, parce que du fait en fait de la dividende démographique, au XXIe siècle, la majorité des cerveaux dans le monde seront africains. Donc la question de la formation technique, professionnelle, scientifique, intellectuelle des Africains, ça va être vraiment l'enjeu majeur. Et donc la question de marché de la formation en Afrique, mais aussi en diaspora, je pense qu'il va vraiment être essentiel. Et donc il a croisé effectivement les questions environnementales, les questions de nouvelles techniques industrielles, d'agriculture, etc. Après, sur le projet même de la Grande Muraille, c'est un projet qui est nécessaire, qui est ambitieux, mais qui n'est pas considéré comme une priorité par les gouvernements concernés. Donc il est principalement repris par des organisations de la société civile qui font avec les moyens qu'elles ont et qui ensuite sont généralement liées à des organisations principalement scandinaves. Donc c'est aussi toute l'histoire de Wangari Maathai, par exemple, qui au niveau du Kenya était davantage combattue à l'intérieur du Kenya, mais internationalement supportée par rapport à ce qu'elle proposait justement comme logique de développement. Donc ça renvoie un peu aussi à la question des projets africains, de la politique des ONG internationales, des enjeux de développement, des priorités, tout ça. Des agendas. On a une autre question dans le fond. Donc, Nouvelle question du public. La diaspora africaine doit sans doute faire face à des enjeux à la fois sociaux et politiques, ici et là-bas. Écoutons la question et la réponse. Si c'est une question, peut-être il s'agit d'une observation, parce que on a parlé tout à l'heure d'un problème de langue qui se pose. Parce que on a souligné tout à l'heure que lorsque les Ukrainiens sont arrivés en France, ils ont eu la chance que les Français ont mis un système sur pied qui leur permettait, ou qui permettait à leurs enfants de promouvoir la langue ukrainienne. Alors moi je m'emmène, ou alors ce qui me permet de penser que nous, en Afrique, on aura beaucoup de difficultés à trouver cette possibilité. Il s'agit de ce que nous, les gens, nous les Africains vivant à l'étranger, nous pouvons faire
peut-être pour développer, peut-être pour apporter davantage en Afrique. Alors il y a un problème capital qui se pose. Ce problème capital, c'est la colonisation que nous vivons jusqu'à aujourd'hui. Parce que pour pousser les réflexions un peu plus loin sur le thème d'aujourd'hui, je pense qu'il y a un problème de colonisation qui se pose jusqu'à aujourd'hui. C'est ce que je pense. Parce que si ce problème n'est pas résolu, on va beau faire ce qu'on a à faire, rien ne doit changer. Parce que je pense que nos dirigeants africains, ceux qui sont au pouvoir, que ce soit au Cameroun, au Côte d'Ivoire, partout dans les pays africains, travaillent au compte des Européens. Moi je pense. Parce que du moment où on doit chercher à développer l'Afrique, il faudrait tout simplement qu'on essaye de, comment je vais dire, de sortir de cette colonisation-là. Donc c'est un peu ce que je voulais souligner. La question de la langue, je voudrais juste encore repréciser. L'enjeu, c'est pas d'unir, l'enjeu, c'est de communiquer. Il ne s'agit pas d'avoir une langue qui devient uniforme, etc. C'est juste d'avoir une langue de communication. De la même manière que souvent, quand on arrive quelque part, on essaie de parler anglais parce qu'on se dit que l'anglais, c'est la langue de la communication universelle. Donc c'est juste l'idée d'avoir une langue africaine qui soit un peu l'équivalent de l'anglais, qui nous permette, partout où on se rend, de trouver quelqu'un dont on peut penser qu'il peut parler cette langue africaine. Et je crois que c'est quelque chose qui est très important à mettre en avant, et c'est une affaire de une ou maximum 2 générations. Voilà, les enfants, ça apprend très très vite les langues, ils apprennent très très vite toutes les langues du monde, donc s'il y a vraiment une volonté de le mettre en place, ça se fait très rapidement. Et donc d'où la troisième question. La troisième question, effectivement, sous-jacente à l'observation, mais la question de la volonté politique. Est-ce que nos dirigeants veulent vraiment que les choses avancent? Alors, dans la situation de la diaspora, il y a plusieurs situations. Il y a effectivement, par exemple, ceux qui sont réfugiés politiques. Il y a le fait que sur le continent, il y a des opinions, il y a des positions qui sont intenables et qui, pour des questions d'intégrité, nous font quitter nos pays d'origine, notre continent. Donc ça aussi, ça doit être mis en avant, la question des libertés publiques, et le fait que, historiquement parlant, on a eu pendant assez longtemps des États qui ont été très méfiants envers leur diaspora. Beaucoup de gouvernements ont généralement considéré que la diaspora était un repère d'opposants, que c'était des gens qui ne faisaient pas forcément allégeance, et c'est encore le cas aujourd'hui dans un certain nombre de pays, en sachant que dans ces diasporas-là, il y en a qui peuvent être effectivement des opposants et d'autres très liés au régime en place. Et donc on va voir se déplacer en diaspora des conflits, ou des oppositions, ou des conflictualités qui ne sont pas possibles sur le continent d'origine. Et le fait qu'une grande partie de la vie politique de nos pays se fait de manière extravertie à Paris, à Bruxelles, à Londres, etc. Parce que sur place, c'est pas forcément évident de poser ces enjeux-là. Et c'est pas une question d'être politique ou apolitique, hein, c'est juste une question de positionnement. C'est parfois même, malheureusement encore, des questions d'identité, d'appartenance ethnique qui nous placent dans opposants ou pro-régime. Donc ça, c'est quelque chose sur lequel on doit effectivement travailler. Comment sécuriser nos positions, nos idées, nos débats politiques, c'est quelque chose qui me semble très important à mettre en avant. Et comment également se positionner dans des situations où très clairement, effectivement, comme c'est indiqué, quasiment tous nos présidents viennent se faire adouber, passent au moins 1 ou 2 fois par an à l'Élysée ou à la Commission européenne, etc. Donc on voit bien qu'il y a un levier, une tentacule, dont je parle d'ailleurs dans mon livre sur la France-Afrique, néocoloniale, dont on doit tenir compte dans le positionnement de nos organisations, de nos associations, même quand elles se disent apolitiques, parce que tout en se disant apolitique, on est toujours l'objet politique de quelqu'un qui a des agendas, d'un régime qui a des agendas. D'où le fait qu'on doit avoir dans nos organisations un minimum, alors je ne vais pas dire de doctrine ou d'idéologie, mais de positionnement. Et c'est là que la question du panafricanisme devient vraiment essentielle, parce que c'est cette question-là qui peut être le carrefour
comment dire, le point de débat. Et bon, aujourd'hui on parle beaucoup de panafricanisme un peu dans les réseaux sociaux. Dans d'autres cadres c'est moins le cas, mais il y a un travail à faire sur cette notion, sur le fait qu'on a aussi de nouvelles générations de dirigeants qui arrivent. Donc voilà, on a quand même un certain nombre de pays où dans 5-10 ans ce sera clairement plus les mêmes dirigeants en place pour diverses raisons. Donc l'un des enjeux c'est de former les hommes et les femmes qui vont prendre la suite. Et une partie d'entre eux sont formés en diaspora, donc c'est à nous aussi de les identifier, de les soutenir et de faire en sorte qu'ils soient redevables des cadres qu'on leur construit, et qu'en même temps qu'ils soient sécurisés vis-à-vis des cadres occidentaux, prédateurs, dans lesquels nous, en tant qu'organisation, en tant que réseau de la diaspora, on ne se reconnaît pas. Donc c'est un travail de diplomatie politique, c'est un travail d'articulation des individualités. Donc c'est un travail par exemple d'identification parmi nos jeunes qui sont ceux et celles qui ont du potentiel, comment les accompagner, comment les entourer, comment les conseiller, comment faire en sorte qu'ils ne se brûlent pas les ailes dans des systèmes qui sont carnivores et qui sont impitoyables vis-à-vis de la jeunesse. Comment également faire du lobbying pour que cette jeunesse-là ait davantage de responsabilités, puisque l'un des enjeux qu'on a en Afrique, c'est que l'âge d'éligibilité est élevé par rapport à la moyenne d'âge de nos populations. Souvent, il faut avoir 35 ans pour être élu quelque part, alors que 70% de la population a moins de 25 ans. Donc du coup, ça pose des problèmes. Donc il y a un moment où toute cette génération-là va arriver au seuil en question. Et là, ça risque d'être un véritable entonnoir dans lequel il pourrait y avoir beaucoup de grabuge. Donc il s'agit d'anticiper ces éléments-là et aussi de voir comment à notre niveau on peut penser aussi d'autres critères de construction démocratique, comment faire de nos organisations les véritables indicateurs du baromètre démocratique du continent africain. Donc comment développer une logique de think tank dans ces structures-là. Comment faire en sorte que les candidats aux élections présidentielles en Afrique soient obligés de passer devant des groupes comme les nôtres pour présenter leurs projets, très concrètement. Comment avoir des canaux qui permettent de les interpeller directement. Donc ça, par exemple, on a parlé de la 6e région, c'est comment faire en sorte qu'au niveau de l'Union africaine, cette fameuse 6e région ait une capacité d'interpellation directe des autorités africaines. Comment, par exemple, penser des projets de référendum au niveau de la diaspora, qui pourraient avoir tout à fait sens. Donc c'est toutes ces questions-là sur lesquelles nos organisations, sur un plan, je dirais, diplomatique, ont vocation, je pense, dans les années qui viennent, à travailler et à se structurer. Merci. Mettre en place un bon réseau, c'est-à-dire qu'il y a de plus en plus de diplômés avec beaucoup de compétences. Vous avez des façons. Nous devons être une diaspora unie. Et pour être unis, on doit aussi écouter, prendre le temps de s'arrêter. Qu'est-ce qu'elle a à m'apporter, cette personne-là? Même si je suis le président du monde, je dois quand même prendre ce temps-là. Et c'est ça qui nous manque dans la diaspora. On ne peut pas. Et il faut qu'on ait une diaspora où on ait une plateforme pour nos enfants qui cherchent des stages. De telle sorte que ces enfants-là ne traînent pas. Alors, ce que je fais... Je suis tout à fait d'accord avec votre commentaire. Je pense qu'il faut arriver à se soutenir davantage, trouver les cadres pour le faire. Alors, si on prend par exemple les Afro-Américains, c'est assez intéressant parce que eux, en fait, le cadre dans lequel ils se sont structurés, c'est l'Église. C'est-à-dire qu'en fait, quand vous arrivez dans un endroit où vous ne connaissez personne, vous allez directement à l'Église et le pasteur sait qui a besoin d'un charpentier, qui a besoin d'un menuisier, qui a besoin d'un plombier, etc. C'est comme ça que vous trouvez du travail. Généralement comme ça que vous trouvez votre femme, votre époux, etc. Donc, tout est vraiment structuré au niveau de l'Église, qui est vraiment une institution. C'est pour ça que j'en reviens toujours à la question d'avoir effectivement des vraies institutions. On ne peut pas avoir de réseau, s'il n'y a pas d'institution, minimum d'institution ou d'institutionnalisation. Donc il y a des bribes d'institutionnalisation, il y a des structures, il y a des choses qui sont mises en place, mais il faut, pour moi, renforcer ces cadres-là. J'ai l'impression que souvent on réinvente la roue. Moi je vois beaucoup de gens qui me sollicitent, qui me conseillent parce qu'ils veulent se lancer dans des projets, etc. Tout ça.
Et les 3/4 du temps, je leur dis, mais tu sais, il y a un an, il y a quelqu'un qui est venu présenter exactement la même chose, et ainsi de suite. Donc pourquoi vous ne vous associez pas, pourquoi tu ne vas pas vers lui, etc. Donc c'est vraiment de la mise en connexion, et y avoir vraiment des canaux, des cadres dans lesquels on peut mettre tout ça un peu en sécurité. Mais sinon, je suis tout à fait d'accord avec votre commentaire. Hein. Puis, bon, moi-même, j'ai vécu, il y a une période où j'étais personne, entre guillemets, puis quand on monte, le regard des gens change, et les choses s'inversent. Voilà, donc c'est à nous aussi de renvoyer l'ascenseur une fois qu'on est un peu monté, et ainsi de suite. Mais tout le monde ne renvoie pas l'ascenseur. C'est juste pour dire que l'accès à l'histoire, et on se retrouve bloqué, par exemple, avec l'actualité en Guadeloupe. On a vécu récemment le refus de l'ouverture de l'école panafricaine. Alors comment faire pour avancer quand une volonté politique? En association, c'est-à-dire que là, le principe, c'est qu'il s'agissait d'ouvrir une école qui s'inscrit justement dans les programmes de l'éducation nationale. Alors le refus vient effectivement du préfet, donc c'est un refus politique, puisque l'éducation nationale estimait qu'on pouvait tout à fait mettre en place cette école-là. Mais ça peut se faire dans un cadre, je dirais, de marronnage. Alors il faut savoir, de marronnage, c'est-à-dire entre guillemets souterrain, clandestin, pas dans le sens clandestin du terme, mais du nous-mêmes par nous-mêmes. Là, il s'agissait de mettre en place une école reconnue par le système français. Or, le système français ne saura jamais reconnaître une école qui, dans sa bibliographie, va mettre Cheikh Anta Diop, par exemple. Parce que c'est vraiment la figure qui cristallise, du point de vue du monde politico-académique, un rejet très particulier, une mauvaise conscience. Bonjour à tous. Bonjour Hamza. Je suis Wilfried Steve Ngomsi, animateur de l'émission Valeurs d'Afrique sur la radio Ara. Donc ma question elle va être par rapport à la langue africaine dont vous avez dit tout à l'heure. Je vais un peu prendre mon cas. Quand je suis arrivé au Luxembourg, j'ai vu que dans pas mal de pays comme la France, par exemple, il y a assez d'émissions africaines, il y a des animateurs africains qui font des émissions très intéressantes. Et au Luxembourg, il n'y avait pas, alors que nous avons une communauté très forte ici. Donc du coup, j'ai créé l'émission Valeurs d'Afrique qui est diffusée depuis près de 2 ans maintenant. Donc ma question, elle est par rapport à la langue. Est-ce que c'est un projet? Est-ce que vous comptez concrétiser cela? Est-ce que vous êtes déjà en train de travailler dessus? Parce que c'est vraiment très intéressant. J'ai passé pas mal de temps au Canada et on est beaucoup passé par les radios communautaires. C'est quelque chose qui est très important en termes de vecteurs et aussi de publicité d'information. Sur ce projet, en fait, c'est un projet qui est déjà... il y a déjà une décision de l'Union africaine qui considère le swahili comme la langue continentale. Donc pour les pays d'Afrique de l'Est qui ont déjà le swahili, c'est déjà avancé, c'est la langue officielle ou nationale. En Tanzanie, au Kenya, au Rwanda, etc. Mais ça prend du temps. Il faut des moyens, il faut de la traduction, il faut former des formateurs, des enseignants. Et encore une fois, il n'y a pas de volonté politique parce que c'est de l'investissement. Et je pense qu'on reste encore trop dépendant des structures coloniales linguistiques, francophonie, Commonwealth, Institute, etc., qui développent aussi leur propre agenda linguistique sur l'Afrique de demain et qui plaquent en fait sur notre démographie leur projection politico-culturelle. Voilà. En tout cas, merci beaucoup.